Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cœur du Foyer. Alors aujourd'hui on va aborder un thème très spécial et qui je pense va nous concerner toutes. C'est comment créer une atmosphère chaleureuse à la maison. Alors que vous soyez une femme au foyer, que vous jongliez entre le travail et la maison ou d'autres projets, l'idée c'est de faire de son foyer un endroit qui puisse être apaisant et accueillant parce que je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de nos valeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage en tout cas entre nous, ici, sur ce podcast en tout cas. Alors j'espère que vous allez vous préparer à prendre peut-être quelques petites notes au cas où on tombe sur quelque chose qui vous intéressera particulièrement parce qu'on va explorer donc des petites astuces toutes simples mais aussi des rituels que je vais espérer être inspirant et puis des conseils pratiques pour que nos maisons et donc la mienne et la vôtre aussi deviennent donc ce havre de paix où il fait bon se retrouver, il fait bon rentrer le soir et où vous et votre famille vous êtes tout à fait à l'aise et où vous vous sentez bien. Alors petite précision, il s'agit du deuxième épisode d'Éclat de tradition, de Cœur du foyer qu'on enregistre et que je retransmettrai donc sur YouTube. Alors, bienvenue et bonjour à celles et ceux qui aussi nous retrouveront dans le format retranscrit. Soyez indulgents parce qu'il s'agit d'un direct au cas où vous ne le sauriez pas. Voilà. Et pour les directs, c'est donc les matins, les dimanches ou les samedis, ça dépend, mais en général je fais une petite annonce à l'avance pour que tout le monde soit bien au courant et bien préparé. Et puis les cœurs du foyer, c'est le troisième dimanche de chaque mois. Voilà. Parce que le premier dimanche, nous avons Au coin du feu qui vient de se greffer. Les mardis et jeudis, nous avons donc Éclat de tradition qui est un format un peu plus court et puis qui va un peu moins en profondeur, qui a plus de variété, où j'aborde parfois des recettes ou des petites astuces, alors qu'au cœur du foyer, on est vraiment dans la réflexion, dans la profondeur, et puis j'espère que ça apporte quelque chose de plus. Et puis aussi, l'intérêt d'avoir tous ces formats différents, c'est que vous pouvez très facilement choisir en fonction de si vous avez 1 heure, 2 heures de libre, vous prenez peut-être plutôt un épisode du cœur du foyer ou de coin du feu, tandis que, encore que au coin du feu ça dépend, tandis que si vous avez très peu de temps, vous pouvez choisir de partir sur un petit épisode qui soit sans doute un épisode d'éclat de tradition, voilà, qui sont bien plus fréquents du coup étant donné qu'ils sont plus courts et que j'essaye de vous faire des comment dire des petites capsules entre guillemets, sachant que je sais bien que ce ne sont pas des capsules vu que la moyenne est de environ 15 minutes. Voilà. Mais comme ça, vous avez les formats adaptés à vos besoins autant que vous avez de disponibles. Alors là, pour au cœur du foyer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité de commencer autre chose. Vous pouvez entamer votre repassage, vous pouvez entamer votre vaisselle, votre grand ménage. Éventuellement, si vous avez des écouteurs, l'écouter en passant l'aspirateur, etc. Je sais que il y a aussi certaines qui nous écoutent, y compris pendant les directs, dans les transports en commun. Et bonjour mesdames, et bienvenue à vous aussi si c'est votre cas, y compris pour les retranscriptions. Voilà, donc là on va commencer dans le vif du sujet de notre épisode du cœur du foyer d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre ce qui fait et ce qu'on appelle en réalité une atmosphère chaleureuse. Qu'est-ce qui fait vraiment d'un endroit un lieu qui soit chaleureux ? Est-ce que ça va être plutôt la décoration ? Est-ce que ça va être la luminosité ? Est-ce que ça va être les odeurs ? Ou est-ce que ça peut être peut-être aussi une ambiance générale ? Alors, mon point de vue, je vous spoil tout de suite la fin, c'est que c'est un peu tout ça à la fois.
mais on va quand même se pencher sur quelques aspects qui me semblent clés, qu'il faut considérer quand on décide de se préoccuper de l'atmosphère qu'on veut créer dans sa maison. Alors le premier qui me semble important, c'est la question du confort visuel. On voudrait créer des couleurs apaisantes, des matières naturelles, avec des objets qui ont une histoire éventuellement. Au sujet des couleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Alors je ne suis pas une ultra fan de Disneyland Paris et ce genre de choses, mais j'y suis quand même allée, hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. Et j'ai entendu dire, enfin, dites-moi si vous savez si c'est réel ou pas, que la couleur dans laquelle ont été peints la plupart des bâtiments, c'est une couleur un peu rose pastel, très très pâle, presque grisée en fait, un peu poudrée. Et bien cette couleur rose là serait, il semblerait, une couleur qui aurait pour capacité, je dirais, à apaiser le mental et les psychologies des gens qui la verraient, qui en seraient entourés. Alors est-ce s'il y a des psychologues ou des psychiatres ou des gens formés à ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que ce n'est qu'une rumeur? Voilà, parce que ça m'a toujours été dit et je ne sais pas si c'est quelque chose de concret ou si ça ne repose sur rien du tout, ce n'est qu'une rumeur. Donc ça m'intéresserait de le savoir. Mais donc effectivement, le fait d'avoir aussi des matières naturelles comme le bois, comme éventuellement des matières douces. Alors, j'irai pas jusqu'à dire fourrure parce que ça va en froisser certaines, mais de la laine qui est vraiment travaillée pour être toute délicate et très agréable à toucher, un peu doudou. Tout ça, même si c'est que dans le toucher, enfin a priori c'est dans le toucher, mais si vous l'avez simplement visuel, votre cerveau va imaginer, va anticiper la douceur, va anticiper le confort et ça va déjà contribuer à créer quelque chose de chaleureux en fait. Pour les objets qui ont une histoire, je pense que ça c'est quelque chose qui est très personnel, qui vous est vraiment sensible à vous et à vos sentiments en fait, à vous de créer quelque chose qui vous parle, de mettre en valeur des objets qui peut-être sont, voilà, vous avez trouvé telle lampe, j'en sais rien moi, dans une brocante, etc. Et ça vous rappelle des souvenirs agréables, c'est un bel objet en plus qui se marierait bien avec votre décoration intérieure. À ce moment-là, pourquoi pas? Mais n'essayez pas de faire quelque chose d'artificiel en achetant des reproductions à 4000 € ou plus, ou même moins, enfin peu importe. Alors, pourquoi pas? Je n'ai rien contre le fait d'avoir des reproductions de meubles d'époque, etc., ou d'objets décoratifs. Simplement, je trouve que si c'est pas votre objectif, ça sert à rien en fait. Si ça vous correspond pas, si c'est juste pour alors quand j'étais très très jeune, on avait une expression très très peu élégante qui était de faire genre. Et en fait on disait ça quand on voulait faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'était pas réellement en fait, mais qu'on imaginait être bien, qu'on imaginait être positif. Et on appelait ça faire genre. Et bien là c'est pareil. Si vous êtes telle et telle personne, en fait vous vous en fichez d'avoir un objet qui corresponde à une image idéalisée de ce que vous voudriez peut-être être, mais que vous n'êtes pas aujourd'hui. Ça enlève le naturel et du coup fatalement ça va enlever un peu de la chaleur et du confort et de l'atmosphère agréable de votre maison. L'autre point qu'il faut considérer, donc, que je pense être un point clé, ce sont des senteurs, des odeurs familières, donc familières et chaleureuses, attention, parce qu'il y a des odeurs qui sont familières mais qui n'ont rien d'agréable. Je pense par exemple à l'odeur d'une petite bougie à la cire d'abeille,
de l'odeur du pain chaud qui sort du four, de la lavande, pourquoi pas. Alors, je sais qu'il y a une grande probabilité pour que beaucoup de gens soient allergiques à la lavande. Il paraît que ça se démocratise, malheureusement. Mais du coup, faites attention à ne pas entrer en contact avec de la lavande, à ne pas choisir des huiles essentielles qui soient trop concentrées ou des extraits qui soient trop puissants. Parce qu'effectivement, il y a de gros risques. Surtout si vous avez des enfants, n'essayez pas forcément de parfumer avec des huiles ou même des huiles végétales peuvent être hyper allergènes pour les tout petits. Donc personnellement, je prends toujours la précaution pour les moins de 3 ans de jamais les approcher avec de la lavande. Voilà, après c'est à vous de voir. Donc après, vous avez aussi tout ce qui est herbes aromatiques, etc. De la sauge, etc. De la menthe, pourquoi pas. Là, c'est la période de Noël. Vous pouvez aussi partir sur des choses un peu plus chaleureuses, comme de la cannelle, des clous de girofle, etc. Créer une atmosphère aussi de manière olfactive. Parce que si on se met à négliger un seul sens quand on essaye de créer une atmosphère chaleureuse dans la maison, en fait, il y a quelque chose comme un sentiment d'incomplétude. Alors il ne faut pas que ce soit artificiel pour autant, mais c'est un ensemble, c'est un tout, l'atmosphère d'une maison. Ce qui fait qu'on s'y sent bien, c'est avant tout parce que l'ambiance, elle est faite de visuel, elle est faite d'auditif. Excusez-moi, d'ailleurs, en parlant d'auditif, j'ai un peu la voix cassée. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir apprécié. En fait, une maison chaleureuse, c'est quoi? C'est une maison où on se sent aimé, où on se sent entouré, pris en charge, on se sent apprécié. Et pour tout cela, vous devez créer une ambiance où alors votre mari, quand il rentre le soir, ou les enfants, quand ils rentrent de l'école, eh bien, ils ont l'impression qu'ils sont attendus, qu'ils sont dans un cocon de bonheur, de douceur. Et ce cocon, pour le définir, il faut passer par effectivement des odeurs, une atmosphère visuelle, cela va sans dire évidemment si c'est le bazar quand il rentre. Alors là, on ne peut pas créer d'atmosphère chaleureuse, ça marchera pas, il va manquer quelque chose en fait. Donc voilà, je pense que c'était 2 clés importantes sur le visuel et les senteurs. Mais il y a encore 2 autres clés sur lesquelles je voudrais qu'on se penche avant de rentrer dans le vif du sujet. La première chose, là on est en plein hiver, c'est la chaleur physique. Il faut qu'on se sente bien dans son environnement. N'hésitez pas, l'hiver et l'automne surtout, à mettre le paquet avec les plaids, avec les coussins, avec des matières chaudes, des douillettes qui font qu'on se sent, on a envie de se blottir. Si vous avez une cheminée, jouez-en. Peut-être utiliser des tapis éventuellement, des poufs qui ont certaines formes qui peuvent vous aider à créer aussi une atmosphère un peu intéressante. L'idée c'est qu'il fait froid dehors ou il pleut, on se sent pas forcément... alors c'est agréable pour beaucoup ce climat. Là il a neigé récemment, mais surtout pensez au fait que une fois que vous êtes à la maison, il faut que ce soit un endroit différent. C'est un endroit où tout est parfait. Et donc pour créer cet endroit, si dehors il fait froid, il faut qu'à l'intérieur il fasse chaud. Ne réglez pas le thermostat super fort, ça sert à rien. Réglez-le à une température qui vous paraît raisonnable pour votre budget, pour votre vocation écologique. Et surtout, essayez de mettre le paquet sur la sensation. C'est pas seulement la chaleur physique palpable. C'est pas palpable, mais vous m'avez comprise. Il faut que ce soit quelque chose de global, une sensation qui soit plus totale. Et pour ça, le visuel, effectivement, ça a de l'importance. Alors évidemment, je ne vous dis pas de mettre votre thermostat à 10 degrés, de ne pas allumer la cheminée, etc. Non, surtout pas. Mais voilà, sachez que
la température et la température ressentie, elle va beaucoup jouer avec le visuel, avec les odeurs. C'est une composante très importante de votre intérieur, de votre maison, et ça va beaucoup jouer sur la façon dont votre foyer va être perçu par les gens qui vont y rentrer, y compris s'ils y passent toute la journée. Si vous avez des enfants au bas âge qui ne sont pas encore scolarisés, c'est pareil. Il faut aussi contribuer à créer une atmosphère agréable pour eux, qui invite au jeu, à la détente, etc. Et pareil, ne me donnez pas cette excuse, mesdames, si vous êtes encore célibataire ou si vous êtes enceinte et que vous restez à la maison et qu'il n'y a que votre mari qui rentre le soir, ça n'est pas une raison. Tout au contraire, vous devez essayer de créer quelque chose d'agréable à vivre et de tendre et de doux. Et je vais rester sur ce point parce que sinon on ne va pas pouvoir aborder le 4e point clé qui est le bien-être des habitants. Parce que une maison chaleureuse, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout un lieu où les habitants se sentent bien, se sentent aimés et se sentent à l'aise. Si vous agressez votre mari dès qu'il rentre en lui disant « Est-ce que tu as oublié d'acheter du lait ?» ou que sais-je encore, il ne va pas se sentir aimé, il ne va pas se sentir bien et il ne va pas se sentir à l'aise. Donc, quand vous avez la charge d'une maison, et je pense que c'est un peu tout notre cas, tâchez de faire en sorte que le bonheur des habitants passe encore plus avant de voir des belles choses, de sentir des bonnes odeurs et d'avoir une certaine température. Avoir une ambiance chaleureuse dans sa maison, ça ne démarre pas avec un budget abracadabrant. Soyons clairs tout de suite, il faut que ce soit avant tout le bonheur de ses habitants qui compte pour vous. Et si vous êtes encore célibataire, je vous enjoins, mesdames, à quand même créer cette atmosphère chez vous. S'il y a des jeunes filles qui vivent encore chez leurs parents, faites de même avec votre chambre. Entraînez-vous, en fait. Parce que le jour où vous serez avec votre mari dans votre maison, si vous n'avez pas déjà essayé de voir ce que ça donne dans votre petit appartement de jeune fille ou dans la chambre de vos parents, enfin, dans votre chambre chez vos parents, que vous pouvez d'ailleurs étendre. Je sais que j'ai une connaissance, c'est, bon, je peux le dire, je pense, c'est ma belle-sœur qui, elle, avant d'aller emménager avec son mari, elle a passé énormément de temps quand elle était chez ses parents à complètement refaire toute la maison. C'était quasiment elle qui gérait la maison. C'était presque elle la maîtresse de maison en fait. Et bien je trouve que ça pour les jeunes filles c'est très bien. C'est très bien parce que ça entraîne à la gestion du foyer, ça entraîne aux tâches ménagères, ça entraîne à la cuisine, etc. Alors je vous dis pas de tout prendre en charge. Mais si vous pouvez aider un peu votre maman, elle vous sera reconnaissante. Et puis surtout, vous apprendrez. Et si vous parvenez à rendre heureux, parce que c'est un peu trop, mais si vous arrivez à contribuer au bien-être de la maison dans laquelle vous vivez aujourd'hui, ce sera déjà ça de prix pour quand vous serez dans le grand bain, si je puis dire, avec vos enfants, votre mari et éventuellement des invités, etc. Voilà, donc surtout retenez bien, c'est la clé la plus importante, c'est le bien-être des habitants, y compris si ça n'est que vous. Hein, surtout n'allez pas vous négliger. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on va essayer d'explorer un petit peu en détail aujourd'hui pour vous aider donc à apporter un peu plus de chaleur dans votre quotidien et puis surtout à faire de votre maison ou de votre appartement un endroit agréable, chaleureux, convivial et dans lequel on se sent bien, vos invités se sentent bien, votre famille se sent bien, mais surtout vous aussi. Voilà. Alors, on va commencer par la décoration. Alors, comment décorer pour avoir une ambiance apaisante et conviviale?
on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec des idées de décoration plutôt simples pour créer une atmosphère qui va respirer la sérénité, la convivialité et tous ces genres de petites choses positives. Alors d'abord, on va se pencher sur les couleurs et les matériaux. Mes conseils, c'est d'abord de privilégier des teintes qui sont plutôt douces et plutôt naturelles. Donc le beige, le blanc cassé, le gris clair ou des touches de couleur pastel pour une ambiance douce. À titre personnel, j'adore les couleurs très marquées. J'adore les couleurs pastel. Mais faites attention parce que chaque couleur que vous choisissez doit être en accord avec l'usage que vous faites de la pièce où vous utilisez cette couleur. Si vous adorez le rouge, je ne saurais vous interdire d'utiliser du rouge. Mais peut-être que votre chambre à coucher n'est pas forcément le meilleur endroit où vous voulez mettre du rouge. Encore pire pour la chambre des enfants. Si vous adorez, j'en sais rien moi, Enfin, je trouve que c'était un très bon exemple, donc on va rester là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que les couleurs pastel, ça peut être très bien pour les pièces à vivre, comme par exemple où il y a beaucoup d'agitation. La salle à manger, la cuisine. Moi personnellement, c'est une pièce qui est, parce que ça constitue qu'une seule pièce dans ma maison, qui est jaune pastel, jaune soleil, très très clair. Mais du coup, comme tout est, enfin, avec des petites touches, des rideaux Vichy, etc. Et tout est harmonieux, donc ça fait pas trop non plus. Et en même temps, comme c'est une pièce à vivre, on a besoin de l'énergie du jaune qui apporte vraiment beaucoup de couleurs, etc. En revanche, il nous arrive d'avoir des pièces qui sont plutôt à visée relaxante, entre guillemets. Dans ce cas-là, on peut essayer d'utiliser, par exemple, des couleurs un peu plus sombres. Aux couleurs sombres, je pense par exemple au vert, qui peut être une couleur sombre intéressante quand même pour le salon, par exemple. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Alors bien sûr, n'allez pas redécorer sans prévenir votre mari, c'est évident. N'oubliez pas que les couleurs, c'est pas seulement les couleurs des murs. Et d'ailleurs à ce sujet, des murs blancs, c'est très bien. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait les laisser blancs si vous n'avez pas peur de l'entretien que ça réclame. Mais n'oubliez pas aussi que des murs, si vous êtes propriétaire du lieu, d'autant plus, vous pouvez les peindre. Ça fera pas de mal. C'est quelque chose qui peut, un seul mur coloré, ça peut tout de suite changer toute la pièce et donner une impression très différente. Parfois, faites attention, ça peut aussi la rapetisser. Enfin voilà, concernant les matériaux, je pense qu'il faut, alors pour créer de la chaleur, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais les matériaux comme le bois, le lin, la laine ou le coton, ça va ajouter des notes plutôt chaleureuses, plutôt authentiques, qui vont avoir cet état d'esprit en fait un peu doux, un peu tranquille, un peu agréable, qui donne envie de se reposer. Il y a le charme de l'ancien aussi, avec les matières naturelles. Essayez de pas trop avoir de grosses pièces de mobilier qui soient en contreplaqué. Vous savez, là, les meubles Ikea, typiquement. Alors, je ne fais pas du tout de publicité pour Ikea, vous inquiétez pas. Au contraire, vous allez le comprendre. Mais vous savez, les meubles Ikea sont souvent en contreplaqué qu'ils nous vendent comme du bois aggloméré en fait à l'intérieur et puis après recouvert d'une couche un peu blanc. Alors j'ai su le nom de ce matériau mais je ne l'ai plus, donc j'en suis navrée. Mais ça c'est très très toxique pour la santé. Ça dégage, dès que vous ouvrez le carton Ikea, ça dégage des odeurs importantes et des gaz qui sont très nocifs pour la santé, à tel point que bien souvent dans les notices vous verrez écrit déballez le meuble et montez le meuble et attendez 2 ou 3 jours dans une pièce qui n'est pas une pièce où il y a de la vie, parce que ça peut être toxique. Voilà, donc ils vous le disent eux-mêmes très clairement.
Et du coup, depuis que j'ai lu une notice Ikea réellement qui disait ça, et j'ai vu que c'était dans de très nombreux meubles, eh bien on évite nous de partir sur ce type de meubles. Mais je dis Ikea, mais c'est tous les meubles en fait avec cette espèce de matière de contre-collé de bois à l'intérieur recouvert d'un revêtement souvent blanc mais parfois coloré. Et en fait ça, il y a une colle, de ce que j'ai compris, il y a une espèce de colle à l'intérieur qui agresse en fait tout le système otolaryngé pardon, et les poumons. Voilà. Alors après, je ne suis pas médecin et je ne suis pas non plus fabricante de meubles chez Ikea, mais sachez, voilà, renseignez-vous, il n'y a pas de souci. Si vous en savez encore plus que moi à ce sujet, je serais ravie d'en savoir plus, et indiquez-moi donc d'abord le nom de la matière, et puis tout renseignement serait bon à prendre. Si ça ne vous dérange pas, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors après, l'autre point que je voudrais aborder, c'est celui des textiles. Surtout, investissez dans des textiles de qualité pour votre maison. Que vos coussins soient des coussins moelleux. Faites attention avec les coussins. Petite parenthèse, on a découvert sur le tard que mon mari était allergique au duvet, au vrai duvet avec des plumes. C'est un peu dommage. Mais il y a certains types de duvets qui sont naturels mais hypoallergéniques. Donc voilà, à vous de vous renseigner, de faire en sorte que, voilà, parce que si vous êtes allergique, votre intérieur ne va pas créer de bien-être chez les habitants. Donc voilà, des coussins moelleux, des plaids en laine ou dans des cotons doux, des tapis qui sont épais, qui atténuent bien le bruit, surtout si vous avez du carrelage ou des parquets très très froids, ça peut arriver aussi. Le textile, c'est quelque chose qui va apporter une chaleur immédiate, parfois concrète, hein, vous en revêtez, et puis ça va rendre les espaces plus confortables, ça va donner une impression de globalité de votre intérieur, ça va apporter plein de chaleur. Des fois ça isole même véritablement, je pense aux rideaux aussi, etc. Essayez d'éviter tout ce qui est polyester, de manière globale. Les tissus synthétiques, ils sont difficiles d'entretien. En tout cas, je n'en ai pas trouvé qu'ils soient faciles d'entretien. Signalez-les moi si vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est plus agréable d'avoir des tissus dans des matières naturelles. Ça crée plus facilement l'esprit d'une maison chaleureuse, en tout cas. Après, si vous arrivez à créer un intérieur en tissu synthétique qui soit chaleureux aussi, eh bien chapeau à vous. et donnez-moi le nom de ces matières mystérieuses. Voilà, au petit point, n'essayez surtout pas de mettre un nouveau revêtement à votre canapé, des nouveaux rideaux, ou de faire tout autre changement décoratif en termes de textile. Si vous avez un animal de compagnie qui vient d'arriver, qui est un tout bébé, qui a moins d'1 an, attendez avant de refaire votre maison. Voilà, je vous le dis de sinistre mémoire. Et puis enfin, surtout, ajoutez des éléments de décoration qui soient personnels, accrocher ou disposer des photos de famille, des souvenirs de voyage, des objets qui ont une histoire ou qui apportent des souvenirs pour vous personnellement. Ça va créer une ambiance chaleureuse, ça va créer une ambiance personnalisée. C'est ça qui va faire que vous allez être un peu plus chez vous, que vous allez vous sentir un peu plus chez vous. Vous retrouvez vos choses en fait. C'est un peu dit d'une façon étrange, mais c'est véritablement chez vous, c'est véritablement votre endroit où vous avez vos repères, vos références. Et je pense que c'est ça qui va faire que ça va être confortable, douillet, et que ça va être doux de retrouver cet endroit. Une fois qu'on part, en fait, quand on revient, on se dit « Ah oui, ça c'était bien, mais parce que pas spécialement c'était mieux, parce que parfois les lits d'hôtel peuvent être plus confortables. Mais à côté de votre lit à la maison, il y a ceci, cela, il y a votre petite table de nuit avec vos petits souvenirs. »
Voilà. Après, si vous cherchez à créer une ambiance entre guillemets à partir de rien parce que vous venez d'emménager avec votre jeune époux, ou parce que vous sortez de chez vos parents et vous avez votre petite chambre de célibataire ou votre petit appartement de célibataire, eh bien vous pouvez partir sur des objets artisanaux, des choses faites main, encore mieux si c'est vous qui les faites main. J'avais un ami, c'était pas une amie, c'était un ami qui faisait de la poterie, et lui passait son temps à décorer son intérieur avec des sculptures qu'elle faisait lui-même. Alors, certaines étaient très étranges, je ne vous le cache pas, mais l'idée me paraît bonne. L'essentiel, c'est de faire quelque chose qui, 1, vous plaît, 2, est utile, et 3, si ça vous permet en plus de créer une atmosphère chaleureuse. Là, j'ai parlé de la poterie parce que typiquement, tout ce qui est céramique, terre, etc., ça permet de créer, sans qu'on le veuille, du visuel qui paraît déjà chaleureux. C'est comme si notre inconscient percevait la chaleur du four qui était nécessaire pour les cuire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Et après, pour contrebalancer ça, il faut vraiment y aller, créer des pièces très design avec des graphismes très poussés, les colorer dans des couleurs très spécifiques, très froides, etc. Finalement, c'est un peu difficile de transformer de la poterie pour que ça donne un intérieur moins chaleureux. Bon, après, c'est un avis personnel. Le deuxième chapitre que je voudrais qu'on aborde après la décoration, c'est celui de la lumière. Alors, une atmosphère chaleureuse, pour moi, ça dépend énormément de la lumière. Si vous allez éclairer avec une petite guirlande qui clignote de façon douce et en dégradé une pièce, et que vous allez soudainement changer cet éclairage et que vous allez éclairer la même pièce avec un gros néon, ça n'aura pas du tout, mais alors pas du tout, le même effet. Et là, peu importe la décoration, tout le cœur que vous y aurez mis, peu importe les odeurs, peu importe tout, en fait, vous allez tout changer avec la lumière. Et ça, c'est quelque chose que les décorateurs et décoratrices d'intérieur connaissent beaucoup. C'est l'importance que revêt la lumière dans la décoration, enfin dans l'atmosphère en fait d'une pièce. Alors, je vous ai mis quelques petites idées pour essayer d'illuminer votre intérieur d'une façon qui soit douce et agréable. La première chose, c'est évidemment d'essayer de miser sur la lumière naturelle. Essayez de maximiser la lumière naturelle en laissant entrer le soleil dans la journée autant que vous le pouvez. Certes, on n'a pas tous des grandes baies vitrées côté sud, c'est vrai. Parfois, les fenêtres sont encombrées par les forêts des voisins ou que sais-je, ou une maison, un jardin, peu importe. Faites en sorte de faire au mieux pour que la lumière naturelle pénètre autant que faire se peut dans votre maison, quitte à l'ajuster et à l'aider, entre guillemets, avec une ou deux toutes petites lumières d'appoint, vraiment pas pour éclairer, juste pour l'ambiance. C'est votre lumière naturelle qui éclaire et vous contrebalancez avec des petites lumières d'appoint, un peu douces, etc. Pour la lumière naturelle, vous pouvez vous aider en plaçant des miroirs, éventuellement, pour réfléchir la lumière dans les coins qui ne sont pas très bien éclairés. Ça peut être une idée. Ça peut vous permettre d'essayer de... Surtout ne peignez pas dans une couleur foncée un mur qui est à l'opposé d'une lumière, enfin d'une entrée de lumière naturelle. Mettons que vous avez une fenêtre côté nord et que vous voulez repeindre le mur côté sud j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais en noir. Faites pas ça, parce que là votre pièce elle va être sombre, ça va être quelque chose. Et ça va être pareil si vous le repeignez en vert ou même en bleu, si ce sont des couleurs foncées, d'autant plus. Essayez autant que faire se peut de garder le mur qui est en regard de la lumière naturelle, de couleur blanche, pour qu'il soit vraiment qui rejaillisse.
Voilà, et puis l'histoire des miroirs aussi, ça peut vous aider peut-être. Alors, concernant la lumière indirecte, vous pouvez aussi essayer d'utiliser des lampes avec des abat-jours, des petites guirlandes lumineuses. Personnellement, j'ai commencé en utilisant des guirlandes de Noël sobres, ne vous inquiétez pas, mais avec des lumières douces pour essayer de créer une atmosphère différente. Et puis, je dois dire que ça a eu un certain succès. Essayez de privilégier, comme je le disais, des petites lampes d'appoint plutôt qu'un éclairage central qui soit trop fort. Après, si c'est pour votre atelier, si c'est pour votre bureau, ou un endroit où vous avez vraiment besoin d'avoir une lumière qui soit imposante, allez-y, évidemment. Comme je vous l'ai dit, tout dépend de la pièce. Mais si c'est pour votre salle, si c'est pour votre chambre à coucher, oh s'il vous plaît, ne vous agressez pas vous-même. Essayez d'être dans la douceur, privilégiez les petites choses, les petites lampes, les lampes à abat-jour, les guirlandes. Essayez pas de trop en faire. Voilà, parce que je pense qu'une lumière douce, ça va vous aider à vraiment créer cette atmosphère calme et apaisante qu'on recherche. Après, pour terminer sur la lumière rapidement, je pense qu'on peut aussi essayer, pour celles qui n'ont pas de petits, vraiment, qui n'ont pas de petits ou d'enfants qui soient un peu irresponsables, les bougies. Les bougies, c'est parfait pour ajouter une ambiance qui soit tamisée, surtout en fin de journée, ça peut aider à créer une atmosphère agréable. Optez pour des bougies naturelles comme celles en cire d'abeille par exemple, ça va faire un petit effet cosy et sain en fait pour la maison, parce que si vous prenez des bougies en paraffine, ça va devenir irrespirable très vite. Essayez quand vous les éteignez de les éteindre avec un éteignoir parce que ça fait un tout petit peu moins de fumée et c'est déjà ça, parce que sinon après vous risquez de vous intoxiquer. Et dernier point sur les bougies, n'hésitez pas franchement à prendre des bougies qui marchent à pile si elles sont bien faites, parce que attention, il y en a qui sont très nulles, ne nous mentons pas. Mais si elles sont bien faites, en fait elles peuvent créer une atmosphère qui soit semblable à ce que vous aurez apporté une bougie, sauf que vous n'avez pas peur que votre petit dernier renverse la bougie et que ses cheveux prennent feu. Vous n'avez pas peur d'incendier votre maison avec un canapé, etc. Enfin, il me semble que j'en ai déjà parlé dans l'épisode du cœur du foyer sur Noël. Surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis une très grande défenseuse des bougies électriques, des bougies à pile, parce que je trouve que c'est un apport considérable pour faire de la maison une bonne atmosphère, une atmosphère paisible, sereine, et tout ça sans risque, ou avec très peu de risque, on va pas se mentir, comparé à du feu à une pile électrique. Je pense que le choix est très vite fait. Alors après, j'aimerais beaucoup qu'on s'occupe des senteurs. C'est un peu lié avec les bougies en fait. Les odeurs et les senteurs, ça joue un rôle qui est essentiel dans la création d'une atmosphère accueillante, on l'a déjà vu. Et vous pouvez donc évidemment, je fais la transition avec les bougies, utiliser des bougies parfumées. Alors encore une fois, méfiez-vous. L'odeur de la cire d'abeille vaut peut-être 100 fois mieux que l'odeur d'une bougie à la paraffine, à la vanille ou à que sais-je encore. Essayez de choisir des senteurs simples. Alors j'ai parlé de la vanille ou le bois de hêtre aussi, de bois de cèdre pardon, qui peut être sympathique. Ça réchauffe l'ambiance, ça apporte vraiment de la douceur. Faites attention aux parfums un peu trop chimiques, enfin chimique, tout est chimique, mais un peu trop synthétique, un peu trop bizarroïde. Ceux qui vous proposent des bougies, je sais pas, nuit de Noël ou des bougies qui vous disent soirée d'automne ou des choses comme ça. Alors des fois c'est le cas, je dis pas, il y a des créateurs artisanaux qui sont très bien, mais il y a aussi beaucoup de bougies qui sont non seulement à la paraffine, mais qui en plus vont être mélangées à des tas de produits synthétiques et qui sont vraiment toxiques à respirer.
surtout si c'est l'hiver que vous utilisez des bougies, donc vous n'allez pas du tout aérer. Alors, c'est selon moi, c'est une erreur parce que ça peut devenir très dangereux en fait pour vos branches, pour vous, pour vos enfants si vous en avez. Donc essayez de pas trop partir sur ça. Après, c'est un choix personnel encore. Hein. Tout ce que je vous dis n'est qu'un choix personnel. Je ne vous oblige à rien et je ne vous obligerai jamais à rien. Voilà, je vous donne des petites astuces, quoi, c'est tout. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais je ne saurais que trop vous recommander de ne pas vous diriger vers ça. Ou alors, voilà, chez des petits artisans, je sais qu'il y a des femmes qui font ça très très bien, qui créent des petites bougies, qui leur donnent des noms un peu extravagants, mais qui en fait, c'est des bougies à la cire d'abeille qui sont parfumées avec des parfums tout à fait naturels, etc. Donc ça peut tout à fait être une option aussi. Pour l'odeur, vous avez aussi les huiles essentielles. Alors encore une fois, les recommandations habituelles qu'on voit, c'est lavande, menthe poivrée, orange douce ou cannelle. Alors c'est vrai, elles sont parfaites pour diffuser une odeur douce, une odeur agréable, etc. Surtout si vous avez un diffuseur exprès, etc. Mais n'oubliez pas que ces huiles, qui sont souvent recommandées pour leur qualité olfactive, elles ont aussi énormément de risques d'être des huiles allergènes. Non seulement au contact cutané, ça c'est clair et net, mais parfois aussi une fois qu'il y a inhalation au niveau des branches. Donc méfiez-vous, faites attention à ce que vous diffusez dans votre intérieur. Essayez de rester concentré sur quelque chose que vous connaissez. Peut-être même, j'irais jusqu'à dire, ne pas utiliser d'huile essentielle, mais plutôt des huiles végétales. Vous n'avez pas risque zéro, mais vous avez déjà un risque un peu moins élevé. Ça va peut-être pas avoir une odeur aussi forte et puissante. Mais le bénéfice est tellement énorme de ne pas risquer d'entamer votre santé ou celle de vos proches. Voilà, après vous pouvez toujours utiliser des huiles essentielles si vous les avez éprouvées, etc. Mais voilà, je sais qu'on recommande souvent lavande, menthe poivrée, orange douce ou cannelle, sachant que ce sont 4 huiles essentielles qui sont très 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 risquées pour la santé, qui ont de gros risques d'être allergènes. Essayez de vous méfier un peu. Voilà, ne testez que ce que vous connaissez déjà au moins un peu de nom. Faites des recherches sur ce qui vous correspondrait ou pas aussi, parce que ça peut être quelque chose que vous décidez par vous-même et que vous testez, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous pensez que vous pouvez y aller sans risque, bah après c'est votre responsabilité. Moi je sais qu'avec les enfants je ne le tenterai pas. Mais voilà, peut-être que si j'aurais été encore toute seule, j'aurais essayé, je ne sais pas. Alors, autre chose qui est possible d'utiliser pour avoir de bonnes odeurs, c'est les plantes aromatiques. Et alors là, même en appartement, vous pouvez essayer de placer des petits pots de basilic, de thym, de romarin. La sauge, elle va peut-être prendre beaucoup de place et être un peu envahissante, mais pourquoi pas vous placer des petits pots dans la cuisine ou dans votre salle à manger. Ça va être joli. Parfois, c'est des plantes qui peuvent être jolies si elles sont bien entretenues. Si vous prenez un joli petit pot aussi, elles vont être utiles parce que vous allez pouvoir les utiliser dans votre cuisine. Alors attention mesdames, je crois que vous ne pouvez pas, si vous allez utiliser de sauge, de persil. Il me semble que le basilic et le romarin c'est bon, mais que le thym il faut éviter aussi. Donc grossesse allaitement, vous vous méfiez, vous vous renseignez, vous voyez avec votre sage-femme. Mais voilà, c'est des plantes qui sinon vont être utiles. Vous pouvez les réutiliser en cuisine. Et surtout, et c'est là le sujet qui nous intéresse, elles vont parfumer votre maison. Ça va sentir, ça va embaumer partout, ça va être délicieux. Et puis après, bien sûr, dans le même ordre d'idée, vous pouvez tout simplement faire la cuisine. Si vous faites du pain, si vous faites des gâteaux, par exemple à la banane ou à la cannelle ou aux pommes, tout ça c'est des choses qui embaument et qui sentent très très bon. Ou si vous laissez mijoter une bonne soupe pendant des heures sur un plat, sur la plaque, c'est des gestes qui sont tout simples que vous allez faire de toute façon parce qu'il faut bien se nourrir. Et pourtant, ça va diffuser immédiatement une odeur qui va être réconfortante dans toute la maison. Ou en tout cas, au moins, dans votre cuisine. Et peut-être même la pièce à côté. Voilà, donc n'oubliez pas,
essayez de faire simple. Parfois juste, si quelqu'un rentre avec une bonne odeur de cookies qui sort du four, ça va suffire à le combler. N'essayez pas de trop en faire. Parfois la simplicité c'est la meilleure chose. Et ça vaut pour toutes les questions qu'on va aborder en fait dans cet épisode-là. Sur le fait de rendre une maison plus confortable et plus accueillante et plus chaleureuse. Eh bien, parfois, il faut essayer d'aller dans la simplicité. Alors, je voudrais qu'on discute à présent du désencombrement. Alors, il est impossible de créer une ambiance qui soit chaleureuse dans un environnement qui soit encombré en fait. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour simplifier votre espace, pour libérer votre esprit, puis apporter un peu de sérénité, je l'espère. Sachez que si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail, ce sera fait. Il me semble qu'il y a un épisode d'éclat de tradition qui est prévu sur le désencombrement, donc, ou que j'ai peut-être déjà fait. Là, je ne sais plus. En tout cas, sachez que il y en a en prévision, mais dites-moi si vous voulez que je l'oriente plus de telle ou telle façon. Voilà, n'hésitez pas. Alors, d'abord, le désencombrement pièce par pièce. Donc, d'abord et avant tout, si vous ne pouvez vous concentrer que sur une seule chose, concentrez-vous sur le salon et la cuisine. C'est le plus important. Rapidement, créez des espaces de rangement, donc investissez dans des petits paniers, des étagères, des coffres, des boîtes pour organiser chaque chose. Alors prévoyez des choses pas chères que vous allez cacher, voire que vous récupérez gratuitement, ou des choses qui sont un peu plus jolies parce que c'est des rangements que vous allez voir. Vous voyez la différence? Si par exemple c'est une caisse que vous allez ranger dans un placard et qui ne va pas être vue, c'est pas grave. Prenez à la limite même une boîte de chaussures, en fait, on s'en fiche. L'important c'est que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, quitte après par la suite à la décorer vous-même, à faire en sorte que ce soit un peu plus joli, un peu plus présentable. Voilà. Mais essayez pas de dépenser non plus des mille et des cents. A contrario, si c'est quelque chose qu'on va avoir, je ne dis pas de dépenser 15 € par contenant, mais essayez de trouver des petites choses qui sont assez jolies, quitte à les faire vous-même ou ce genre de choses. Voilà. Par-dessus tout, faites des choix réfléchis quand vous désencombrez. Conservez uniquement ce qui va vous être utile ou ce qui a une valeur sentimentale. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de garder des choses qui certes ont une valeur sentimentale mais qui vous font du mal, par exemple. Toute proportion gardée, bien entendu, ne jetez pas de photos de vos parents décédés, par exemple. Je ne vous conseillerais jamais une chose pareille. Essayez de voir vraiment qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui a de la valeur intrinsèque pour moi. Et enfin, le dernier point sur le désencombrement, c'est le fait d'organiser des routines de rangement en fait. J'aimerais vous inciter toutes, si vous ne le faites pas déjà, à prendre l'habitude de ranger un petit peu chaque jour. Parce que ça va devenir vite une routine et qu'en plus, ça peut devenir une routine apaisante. Vous mettez votre petit chrono, vous mettez 5 minutes et hop, vous faites le tour de la chambre, vous réglez tout ce qui ne va pas. Et vous faites ça tous les matins. Le soir, pour les pièces comme la cuisine, le salon, enfin partout où il y a de la vie, eh bien peut-être mettez 10 minutes et vous faites 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Rien ne sera jamais absolument parfait, mais vous ne pouvez pas prétendre avoir une maison apaisée si elle n'est pas un minimum rangée et désencombrée et organisée. Je pense en tout cas. Et si vous pensez le contraire, envoyez-moi des photos de votre maison, montrez-moi comment vous faites. Voilà, alors peut-être encore une petite chose, c'est les petits rituels qui vont apporter de la chaleur. Parce que créer une atmosphère chaleureuse, ça va passer aussi par des petits rituels qui vont rendre chaque journée unique, voire spéciale. Alors, parmi ces rituels que je peux vous proposer, il y a le café ou le thé du matin. Vous prenez le temps de vous préparer une boisson chaude,
et de la savourer au calme avant de commencer la journée, avant que votre mari se réveille, avant que vos enfants se réveillent. Pitié, surtout, faites votre petit moment à vous avant qu'ils ne se réveillent. Sinon, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Pas parce que vos enfants vous encombrent ou quoi que ce soit, juste parce que vous devez être pleinement avec eux et que vous n'y arriverez pas si vous voulez être pleinement avec vous aussi. Or, l'intérêt là, c'est ce que je vous propose, c'est d'être vraiment pleinement avec vous pour ce petit rituel. Alors après, vous avez aussi les rituels des repas familiaux. Donc essayez de faire des repas en famille, un moment qui soit privilégié. Ajoutez-y des détails, mettez des petits sets de table spécifiques, des bougies. Ça peut toujours être des bougies électriques, ne vous inquiétez pas. Une musique douce. Donc voilà, sachez que ça peut juste passer par une simple petite nappe. Ça suffit parfois. Alors essayez aussi d'instaurer peut-être des soirées spécifiques, alors, j'appelle ça des soirées détente, mais ça peut être n'importe quoi. Vous éteignez les écrans le soir, puis vous créez une ambiance paisible. Alors ça peut être des soirées lecture, musique. Euh, si vous êtes encore célibataire, ça peut être juste pour un petit bain relaxant, ce genre de choses. Ça peut être aussi une soirée romantique en couple. Ça peut être aussi une soirée jeu de société en famille, etc. Vraiment essayez de vous dire, le rituel, c'est d'être ensemble, de faire telle ou telle chose, à la limite, pourquoi pas, et puis peu importe, hein, ce qui vous branche en fait. Mais voilà, le rituel en lui-même et la répétition de ce rituel, qui deviendra un peu une de vos traditions familiales, et bien ça va créer une ambiance aussi. Ça contribue à l'atmosphère de votre maison, l'air de rien. Et bon, je pense que je vais aussi vous parler rapidement de 2 petits points supplémentaires. La première chose, c'est que j'aimerais parler des saisons. Parce qu'une maison chaleureuse, pour moi en tout cas, elle évolue au fil des saisons. Alors je vous demande pas à chaque fête d'avoir... je sais qu'en États-Unis, ils sont très fans de ça. Ils décorent leur maison pour, par exemple, alors pour eux, c'est pas la Toussaint, c'est Halloween. Ils le décorent d'une façon un peu extravagante et ils gardent ça pendant un mois. Et puis après, ils ont Thanksgiving en novembre. Et puis après, ils ont en décembre Noël. Enfin, ça devient rapidement intenable. On ne peut pas changer de décoration tous les mois. Je pense que c'est un peu invivable. En revanche, je pense que vous pouvez faire, alors pour celles qui ont le temps, qui sont à la maison, pourquoi pas faire quelque chose de saisonnier, c'est-à-dire trimestriellement, vous changez votre décoration. Ça peut ne pas être quelque chose de très extravagant, mais aussi, si vous avez moins de temps, de toute façon, et je pense que c'est le minimum, c'est de faire en fait une partie automne-hiver et une partie printemps-été. Alors, je m'explique. Par exemple, quand vous êtes mi-septembre ou début octobre, vous entrez dans votre phase automne-hiver. Vous ajoutez donc des plaids en laine, des bougies parfumées, ambiance cannelle, etc., guirlandes lumineuses pour un petit effet cosy. Vous changez éventuellement les housses des coussins, rajoutez des espèces de... comment dire, de décorations que vous avez trouvées, donc des pommes de pin, des glands, etc. Vous pouvez aussi contribuer avec les enfants, enfin les faire contribuer à décorer en créant des décorations de saison. Parfois à l'école, ils font justement des choses qui mettent en valeur la saison, des petits bonhommes en gland, je pense, ou ce genre de choses, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Évidemment, votre décoration de Noël devra se superposer à celle-ci, donc ne l'oubliez pas, qu'il faut que vous gardiez une certaine cohérence et une certaine coordination entre les deux. Mais voilà, vous changez peut-être de tapis, etc. C'est le moment où si vous avez une cheminée, vous appelez le ramoneur pour qu'il vienne vérifier. Enfin bref, voilà, vous entrez dans la saison automne-hiver. Vous êtes plus en printemps-été, et là c'est le moment des choses cosy, des choses tranquilles, etc. Vous sortez les bottes de pluie, vous rajoutez un tapis pour éviter
de salir votre intérieur complètement. Enfin, ce genre de choses, on m'avait comprise, je pense. Et puis, par contre, quand vous êtes, je dirais avril, début avril, on entre au printemps et en été. Enfin, au printemps-été. Et alors là, allez-y pour décorer avec des fleurs fraîches que vous trouvez lors de vos promenades ou que vous achetiez chez le jardinier, pourquoi pas, ou chez le fleuriste, ou que vous prenez celle de votre jardin, tout simplement. Essayez d'avoir des couleurs un peu plus claires, des tissus plus légers, etc. Par exemple, le lin, c'est le moment de sortir tous les tapis, etc. Changer les chaussures. Moi, je sais que je supporte pas qu'il y ait toutes les chaussures de toutes les saisons tout le temps. Donc du coup, en avril, je sors tout ce qui est sandales, ballerines, petites choses comme ça. Au même moment, je fais le roulement dans la garde-robe. Ça, je pense que je vous ferai un épisode spécial sur la gestion des vêtements. Mais en tout cas, voilà. C'est pas grand chose. Je sais qu'il y en a qui vont chaque saison changer des rideaux, changer ceci, cela. Mais là, vraiment, on est sur du basique. Alors, pour conclure très rapidement, je pense, sur cet épisode, je vais vous parler donc des bienfaits de la nature dans la maison. Parce que je pense que la manière, enfin, surtout de la manière dont elle peut transformer notre intérieur dans un lieu qui soit apaisant. Alors déjà, vous avez la possibilité de mettre des plantes. Il y a des plantes qui purifient l'air, qui apportent une touche vivante, qui apportent une touche de nature aussi. Faites attention si vous avez des animaux ou si vous avez des enfants en bas âge, parce que beaucoup de plantes peuvent être toxiques. Parfois, elles vous sont vendues sous des noms qui ne sont pas les bons et qui donc en réalité se retrouvent être des plantes toxiques. Donc méfiez-vous avant toute chose. Si c'est une plante que vous ne connaissez pas à 100%, ne la laissez pas en présence d'enfants en bas âge ou d'animaux. Je pense que vous pourriez le regretter très très fort. Donc méfiez-vous aussi des noms sous lesquels vous sont vendues les plantes. C'est pas parce qu'il y a écrit une certaine étiquette que c'est la réalité. Voilà. Ne faites rien de dangereux. Si vous ne connaissez pas la plante, elle peut être jolie, mais mettez-la hors de portée des enfants et des animaux. Alors vous pouvez aussi ajouter des éléments naturels avec des paniers en osier. C'est parfait d'ailleurs pour mettre au bord de votre cheminée si vous en avez une, ou de votre poêle, des bûches à conserver, ce serait très bien. Il y a aussi la décoration avec des objets en bois. Moi je sais que mon frère, il travaille beaucoup le bois, donc il nous fait des très jolies décorations en bois aussi. Des coquillages que vous avez trouvés en vacances éventuellement, des pierres aussi, ça peut être un décor qui permet d'apaiser, de faire quelque chose d'un peu sensible. Après, concernant les fleurs séchées, je sais que beaucoup les recommandent. Personnellement, je ne les recommande pas. Il me semble que dans le Feng Shui, on dit que ça n'est pas bon non plus. Mais alors, je vous avoue que je ne suis pas pro Feng Shui non plus. Mais en tout cas, il faut reconnaître quand on est d'accord sur un point. Je trouve que les fleurs séchées, sauf si elles sont dans un petit sachet sambon, là, à la limite, pourquoi pas. Et même je le fais. Mais des fleurs séchées, par exemple dans un vase ou en guise de décoration murale, je trouve que ça fait un peu bizarre. Pour le coup, je trouve que ça fait vieillot. On peut m'accuser souvent de faire vieillot, d'avoir des choses un peu vieillot. Mais alors là, ça fait vraiment vieillot, je pense. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche évidemment d'avoir un bouquet de fleurs coupées, fraîches. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a des fleurs qui durent énormément de temps. Vous pouvez aussi essayer de les faire durer plus longtemps en fonction de la façon dont vous les coupez. Petites astuces rapides. Coupez-les toujours la tige en biais avec votre sécateur. Rajoutez du bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr, dans l'eau avant de mettre le bouquet. Renouvelez l'eau régulièrement. L'idéal, c'est quand même tous les 2 jours. Voilà, ça fait durer vos fleurs un peu plus longtemps. Alors voilà, on a parcouru, je pense, ensemble les différents aspects qui peuvent contribuer à faire une atmosphère chaleureuse dans la maison. Évidemment, on n'a pas pu tout
tout encadrer, tout appliquer, enfin tout aborder, pardon, mais en appliquant quelques-unes de ces idées, je pense que vous pouvez transformer votre intérieur en un petit cocon, un lieu où on va se sentir bien et se sentir en paix. Alors voilà, merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui dans cet épisode du Cœur du Foyer. Je vous encourage à essayer quelques-uns de ces conseils, à faire de votre maison un lieu toujours plus accueillant pour vous. Et puis pour ceux que vous aimez, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à commenter tout ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir, à bientôt.